Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal. À la une ce soir, une image catastrophe. La voici, c'est celle du centre de Lisbonne, ravagé par un gigantesque incendie. Plusieurs dizaines d'immeubles du XVIIIe siècle ont été détruits par les flammes. Le chef de l'État, M. Mário Soares, parle de catastrophe nationale. Dans quelques instants, nous appellerons nos envoyés spéciaux à Lisbonne. Avant cela, voici comme chaque soir les autres temps forts de l'actualité en images. Au Chili, le geste du général Pinochet, le gouvernement chilien a décidé la levée de l'état d'urgence. L'opposition avoue son scepticisme et s'interroge. À Genève, ouverture d'une négociation historique. Après 8 ans de guerre, l'Iran et l'Irak discutent sous l'égide des Nations Unies. Pérez de Cuellar s'attend à des pourparlers complexes et difficiles. Polémique autour d'un ouvrage qui sort aujourd'hui en librairie. Les auteurs qui cachent leur identité présentent 300 médicaments pour se surpasser. Le ministre de la Santé porte l'affaire devant la justice. On reparle du Saint-Suaire de Turin. Pour la première fois, le Vatican a demandé à 3 laboratoires d'effectuer des analyses. Des images de cauchemar au Portugal, je vous le disais à l'instant, il aura fallu près de 12 heures aux pompiers pour circonscrire l'incendie qui a complètement ravagé le centre de la ville de Lisbonne. 12 heures au cours desquelles plusieurs immeubles datant du XVIIIe siècle ont été complètement ravagés. Tous les observateurs sont d'accord, c'est la plus grande catastrophe depuis le séisme de 1755, un séisme qui avait totalement détruit la capitale portugaise. Tout a commencé ce matin dans un grand magasin du centre-ville. Dominique Verdaillan. De la fumée visible à plusieurs dizaines de kilomètres de Lisbonne, des sirènes de pompiers qui ont retenti dans les rues de la capitale, des hélicoptères qui n'ont pas arrêté toute la journée de survoler Lisbonne. Les façades témoignent de ce que le quartier de Baixa, un des plus vieux de Lisbonne, a vécu aujourd'hui. Il a fallu près de 10 heures aux centaines de pompiers dépêchés sur place pour circonscrire l'incendie. Un incendie qui s'est déclaré très tôt ce matin à quelques pas du centre commercial de Lisbonne, dans un grand magasin, Le Grandela. Un quartier qui avait été reconstruit au lendemain du séisme de 1755 qui avait totalement détruit la capitale portugaise. Le bilan de ce soir n'est que de 1 mort et de 4 blessés. Mais une infirmière de la Croix-Rouge nous confiait l'inquiétude des sauveteurs, car ce soir, alors que le quartier est totalement bouclé, on craint que des immeubles sinistrés s'écroulent. Ces immeubles, maintenant, sont en danger parce que tout est brûlé et ils vont tomber certainement. C'est pourquoi nous sommes là, en attendant que si quelque chose arrive. Excusez-moi, il y a une émergence. Le quartier là. A été évacué, non? Oui, un peu, oui, mais il y a des gens là. C'est difficile d'éloigner les gens de la rue, mais c'est dangereux d'être là. Qu'est-ce qu'il a eu là? Je voulais tomber une pierre sur la tête. Dans son édition spéciale de cet après-midi, le quotidien A Capital titre « Rien ne sera plus comme avant ». Et les Portugais ce soir s'interrogent. Pourquoi les sauveteurs sont-ils intervenus plus d'1 heure après qu'un vigile de l'escalier Santa Justa, juste à côté du magasin, ait donné l'alerte? Enfin, s'agit-il vraiment, comme on le dit de plus en plus ici, d'un incendie criminel? La presse portugaise rappelle que le directeur du magasin Le Grandela avait été arrêté la semaine dernière pour escroquerie, évasion fiscale et tentative d'incendie d'un de ses entrepôts, et ce, dans le seul but de toucher une prime d'assurance. Au Chili, le geste du général Pinochet suscite aujourd'hui réflexion et interrogation. Je vous rappelle que le gouvernement chilien a décidé hier soir la levée de l'état d'urgence. Décision qui était réclamée par l'opposition depuis plusieurs années déjà. Sur place au Chili, l'ordre régnait en maître depuis le coup d'État de 1973, mais les libertés publiques étaient toujours soumises à rude épreuve, c'est le moins que l'on puisse dire. Bernard Benjamin. Geste du général Pinochet, peut-être. Début d'une démocratisation du Chili, il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est la première mesure prise par le gouvernement pour crédibiliser le référendum du mois d'octobre prochain. Dans moins d'une semaine en effet, les chefs militaires de tout le pays se réunissent à Santiago pour désigner leur candidat à cette consultation, un candidat qui selon toute vraisemblance sera le général Pinochet.
Or, depuis plusieurs semaines, les manifestations se multipliaient à Santiago pour réclamer la levée de ces mesures d'exception, sans quoi ce référendum n'aurait aucune valeur. Depuis hier, c'est chose faite, mais dans l'opposition chilienne, c'est paradoxalement l'inquiétude qui prévaut ce soir, avant la prochaine échéance électorale. Nous sommes au Chili très préoccupés parce que nous pensons qu'une fraude très importante se prépare. L'armée de terre, avec son chef Pinochet, ne veulent pas, absolument pas, lâcher le pouvoir. Donc, nous sommes en train de préparer un grand mécanisme de contrôle du plébiscite de façon à mettre en évidence cette fraude immédiatement. Alors on l'a compris, la prochaine étape, Bernard, c'est le référendum. Si c'est oui, pas de problème pour le général Pinochet, pas de problème majeur, mais si c'est non, il risque d'y avoir quand même un certain flottement. Oui, c'est une partie très importante puisque donc les Chiliens vont être invités à se prononcer sur oui ou non, voulez-vous que le général Pinochet reste au pouvoir jusqu'en 1997. Alors bien sûr, si le oui l'emporte, pas de problème, le général Pinochet, l'actuel chef de l'État, continue ses fonctions jusqu'en 1997, mais si c'est le non qui gagne, le gouvernement chilien a décidé, a promis d'organiser des élections présidentielles dès l'année prochaine, c'est-à-dire que en clair, cela signifierait le retour de la démocratie dans ce pays d'Amérique latine. Alors Bernard, comment peut-on interpréter le geste du général hier soir? Écoutez, on sait qu'actuellement, l'armée chilienne est divisée en gros en deux tendances. Il y a les durs, avec en particulier le général Pinochet et l'armée de terre, et puis il y a aussi les modérés, avec, disons, l'aviation et la marine. Apparemment, les modérés ont gagné. Apparemment, les modérés semblent avoir remporté une victoire dans la mesure où les durs ont toujours refusé ce type de mesures dites libérales comme la levée des états d'exception. Mais il ne faut pas aller trop vite. Dès hier soir, le ministre chilien de l'Intérieur disait que si l'ordre public était à nouveau menacé, il rétablirait immédiatement ces mesures d'exception. Et puis, il serait bien étonnant, je crois, que l'aile dure de l'armée ait dit son dernier mot. Merci Bernard. En Pologne, une grande confusion régnait hier après la montée au créneau des syndicats officiels. Les confrères ont immédiatement titré « Nouveau coup dur pour le pouvoir » et surtout « Menace de grève générale ». Pour l'instant, il est très difficile de faire le point dans la mesure où les équipes de télévision sont indésirables depuis plus de 48 heures. Alors, seule certitude, les forces de l'ordre sont intervenues une nouvelle fois contre les grévistes dans le sud du pays. Quant à Lech Walesa, il multiplie les mises en garde en affirmant que le recours à la force ne résoudra pas les problèmes économiques et politiques du pays. Explication de Jacques Merlino. Le travail reprend progressivement dans les mines de Haute-Silésie. Après les interventions des forces de police, les mineurs de plusieurs puits sont redescendus ce matin au fond. Les deux points forts du mouvement de grève restent donc Szczecin et Gdansk. Dans les célèbres chantiers navals, un premier pas a été fait vers un début de négociation. Le président du club des intellectuels catholiques joue le rôle de médiateur entre le pouvoir et Lech Walesa. Mais après la mise en garde hier des syndicats officiels, on nous confirme de Varsovie que la crise pourrait bien aboutir à la chute du gouvernement polonais actuel. Les syndicalistes officiels se sont bien gardés de s'en prendre directement au général Jaruzelski, préférant asséner leur coup au seul gouvernement. Le comité central du Parti communiste polonais se réunira samedi pour examiner la situation et en tirer toutes les conséquences. Des têtes pourraient tomber à cette occasion, et d'abord celle du Premier ministre, M. Messner. Reste à savoir si ces mesures politiques seront de nature à apaiser la colère des travailleurs. En attendant, les étudiants à leur tour commencent à bouger. Une manifestation a eu lieu cet après-midi à Varsovie, mais la police est rapidement intervenue et a procédé à plusieurs arrestations. L'étranger en bref, on vient d'apprendre que le gouvernement de Birmanie avait ordonné la libération de tous les opposants au régime arrêtés pendant les grandes manifestations des jours derniers. Selon Radio Rangoon, captée à Bangkok, plus de 1500 personnes ont été libérées. Je vous rappelle qu'hier, le président Mong Mong avait annoncé un référendum pour ou contre le parti unique dans les semaines qui viennent. Au Liban, des hélicoptères israéliens ont effectué tout à l'heure un raid contre des objectifs palestiniens dans la banlieue sud-est de Saïda. 7 missiles ont été lancés contre le camp d'Ain Eloué. On ignore pour l'instant si ce raid a fait des victimes. Il faut noter qu'il y a quelques jours, à quelques kilomètres de là, l'aviation israélienne avait détruit une station de radio de l'OLP qui émettait en direction des territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Iran-Irak, la négociation historique s'est ouverte aujourd'hui à Genève. Après 8 ans de guerre, la paix se négocie en Suisse, sous les auspices de l'ONU. À Genève, pour Antenne 2, le commentaire de notre envoyé spécial, Patricia Coste.
Des négociations historiques qui ont commencé par un léger faux pas, bien symbolique de l'état d'esprit des deux parties. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Pérez de Cuéllar, arrivé le premier à temps. Côté irakien, on attend aussi. Les Iraniens sont en retard. Finalement, la délégation menée par le ministre des Affaires étrangères iranien Velayati arrive. Alors Tarek Aziz, l'Irakien, se décide enfin à pénétrer dans la salle du Conseil. Cette salle est illustre. C'est ici qu'ont déjà été signés les accords sur l'Indochine, sur la Corée et en avril dernier sur l'Afghanistan. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 8 ans, les deux belligérants vont maintenant se retrouver face à face pour parler de paix. Derrière eux, plus d'1 million de morts et 2 peuples qui vont réclamer des comptes. Côté irakien, on parade, fort d'un récent triomphe militaire. Pourtant, la nouvelle bataille qui s'annonce, diplomatique cette fois, va être rude. Côté iranien, aucune démonstration. Une certaine concentration, il ne s'agit pas de perdre ce combat-là, le régime islamique ne s'en relèverait pas. Rien n'a encore filtré de cette première rencontre. Mais une chose est sûre, le dialogue est engagé. Et très sérieusement. Pour preuve, il dure déjà depuis plusieurs heures, avec une simple pause de 15 minutes, pas de porte claquée et une atmosphère de travail. Polémique autour d'un livre que voici, qui sort aujourd'hui dans les librairies en France. Son titre, 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. A priori, la recette a l'air séduisante comme ça. Seulement, voilà, on a peut-être oublié un peu vite que généralement, eh bien, c'est le médecin traitant qui prescrit les médicaments. Y a-t-il un risque? Peut-on parler d'incitation au dopage? Beaucoup en sont convaincus. C'est le cas du ministre de la Santé qui a saisi la justice dès ce matin. Claude Évin est avec nous en direct. Il répondra à nos questions dans quelques instants dans le journal. En attendant, eh bien, on va jeter un petit coup d'œil sur l'objet du litige que voici. Daniel Bigou. Le dessinateur Sampé a raison. Les sportifs ne sont plus les seuls à être concernés par le dopage. Depuis aujourd'hui, Monsieur Tout-le-Monde peut se procurer en effet le guide pratique des stimulants musculaires, intellectuels et sexuels avec 1, 2 ou 3 étoiles selon leur efficacité. Écrit par des médecins, ce livre provoque la colère d'autres médecins. Bien sûr, ces médicaments, la plupart de ceux qui sont très actifs, on les a sur ordonnance. Mais chacun sait que les ordonnances, hélas, on les a facilement, trop facilement. Des médicaments comme les cortisoniques, comme les amphétaminiques, sont présentés comme relativement anodins, sans danger quand on les prend pendant quelque temps, alors qu'on sait pertinemment que pendant l'administration de ces médicaments, et pire encore à l'arrêt de ces médicaments, des accidents brutaux peuvent survenir. Après les coupes-fins, par exemple, il y a des états dépressifs, il y a eu des cas de suicide. Ce ne sont jamais des médicaments qu'on peut utiliser de façon anodine. Malgré l'interdiction en France de faire de la publicité pour les médicaments vendus sur ordonnance, l'éditeur André Balland considère qu'il ne fait que son métier. Dans ce livre, nous n'avons pas cessé d'indiquer qu'il y avait des abus dangereux, que c'était interdit aux femmes enceintes, interdit aux enfants, etc. Nous avons pris un maximum de précautions. Et je ne pense pas qu'on puisse nous reprocher quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur, je le souhaite. Je crois que ce livre est indispensable si on veut bien considérer que la France est adulte, ce qui m'a l'air parfois douteux. Une grande surface a décidé ce soir de retirer l'ouvrage de la vente. Et monsieur le ministre, bonsoir. Vous avez décidé, on l'a appris en fin de matinée, de saisir la justice. Alors, vous n'avez pas l'impression qu'on en fait un peu trop de battage autour du livre que voici? Est-ce que vous l'avez lu d'abord, monsieur le ministre? Je l'ai lu, mais quand j'ai pris connaissance en effet de ce livre, je dois vous dire que j'ai été choqué, j'ai été scandalisé. J'ai d'abord été choqué, j'ai été scandalisé en tant qu'homme. Il n'est pas acceptable que l'on propose une société dans laquelle il est nécessaire de se doper pour réussir. Ce n'est pas une société que j'accepte. Mais j'ai la responsabilité en tant que ministre de la Santé de m'assurer de la santé publique dans ce pays. Et ce livre est dangereux. Voilà pourquoi j'ai saisi la justice. Mais, monsieur le ministre, petit point crucial, la plupart des médicaments qui figurent dans le livre là, que vous avez parcouru, ils sont vendus sur ordonnance. Moi, j'ai l'impression que ce livre, il fait aussi de l'information, non? Les Françaises et les Français ont dans leurs armoires à pharmacie des médicaments qui sont en effet vendus sur ordonnance, mais que n'importe quel jeune adolescent peut avoir accès à la lecture de ce livre. Et donc ce n'est pas simplement un problème de savoir si ces médicaments sont en vente libre ou ne sont pas en vente libre. C'est un vrai problème de santé publique. Vous avez demandé que l'on saisisse ce livre? J'ai demandé au garde des Sceaux d'engager des poursuites pénales à l'encontre de l'éditeur et à l'encontre des auteurs, dont d'ailleurs je dois noter, et cela renforce encore mon irritation
Et mon appréciation d'une situation scandaleuse, c'est que ce sont des auteurs qui se réclament d'être des médecins et qui ont gardé l'anonymat. J'estime que ce n'est pas là une position courageuse. Mais je voudrais dire aussi que je ne pense pas que l'ensemble du corps médical soit incriminé, bien au contraire. Je pense en effet, et le témoignage que nous venons d'entendre en est la preuve, que la communauté médicale saura dénoncer cette situation. Monsieur Evin, vous semblez parler en fait d'incitation au dopage avec ce livre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incitation très officielle, celle-là au dopage, sous la double pression de l'industrie pharmaceutique ou même du corps médical? Les Français sont quand même champions de la consommation des somnifères ou des tranquillisants. Vous avez d'abord noté qu'à propos de cette affaire, le syndicat de l'industrie pharmaceutique s'est élevé contre cette situation et je dois dire qu'il s'agit là d'une preuve de maturité. Nous avons des discussions avec l'industrie pharmaceutique et je pense que nous pourrons aboutir effectivement à une maîtrise des difficultés que peuvent connaître tel ou tel secteur industriel sur tel ou tel produit. Aujourd'hui, le problème de la consommation du médicament est un grave problème chez les jeunes. Nous assistons, et j'ai reçu au cours de ces derniers jours plusieurs spécialistes français de la drogue. Ils m'ont décrit que nous assistons aujourd'hui à une modification de la consommation de drogue chez les jeunes notamment, qui abandonnent des drogues dures, qui passent à des drogues médicamenteuses, alliées à de l'alcool par exemple, et qui fabriquent des cocktails. Inciter, c'est ça qui me révolte dans cette situation, inciter à la consommation de médicaments. Et même la valoriser, car en fait il s'agit bien là de valoriser la consommation de médicaments, est absolument inadmissible. En prenant les médicaments dans l'armoire à pharmacie en fait. Mais ces médicaments, ils existent. Ces médicaments, ils ont été prescrits à des fins thérapeutiques précises. Il y a, sur un certain nombre de ces médicaments, des contre-indications qui ne sont pas indiquées dans ce livre. M. Balland disait tout à l'heure, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai relevé un certain nombre d'erreurs. J'ai relevé sur un médicament que je ne citerai donc pas, cette phrase, c'est une bouée de sauvetage pour tout créateur en proie à l'angoisse d'un délai à tenir. Très précisément sur ce médicament, la contre-indication médicale est justement l'angoisse. Il y a donc non seulement un danger global à propos de la sortie de ce livre, mais ce livre est truffé d'erreurs et je pense qu'au cours des prochains jours, les spécialistes qui se pencheront d'ailleurs sur ce livre sauront le démontrer. Monsieur le ministre, je vous remercie. Vous restez avec nous car nous allons aborder une information qui mérite une autre réflexion, celle cette fois-ci du porte-parole du gouvernement. On a appris aujourd'hui que la Banque de France relevait d'un quart de point son taux d'intervention sur le marché monétaire. Apparemment, les autorités françaises se sont résignées à cette décision. Que s'est-il passé, monsieur le ministre? C'est le franc qui est en mauvaise santé, pour parler là aussi au ministre de la Santé? Non, c'est absolument pas le franc qui est en mauvaise santé. Lors d'une réunion tout à fait régulière et hebdomadaire que le ministre de l'économie et des finances a eue hier avec le gouverneur de la Banque de France, ils ont en effet estimé qu'il était nécessaire de s'adapter à la conjoncture internationale. Depuis du mois de mai jusqu'au mois d'août, nous avions réduit le taux d'intervention de la Banque de France qui nous avait permis de nous ajuster et de réduire ce différentiel avec nos partenaires. Nos partenaires ont eu, et notamment la République fédérale d'Allemagne, ont eu l'occasion de le monter un tout petit peu. Eh bien, nous continuons de nous adapter à cette situation. Il s'agit simplement d'une adaptation. Il n'y a pas d'autre interprétation. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. La politique, en bref, on a appris aujourd'hui que les services du Premier ministre, Michel Rocard, travaillaient sur l'hypothèse d'un référendum national sur la Nouvelle-Calédonie. Le 6 novembre, les électeurs seraient appelés ce jour-là à se prononcer sur le projet de loi qui fixe le statut du territoire pour 10 ans. Dans la perspective des cantonales de septembre prochain, nous vous annoncions hier soir que le maire RPR de Grenoble, Alain Carignon, soutiendrait Haroun Tazieff, l'ancien secrétaire d'État du gouvernement Fabius. La nouvelle suscite, vous vous en doutez, quelques commentaires, notamment celui de Lionel Jospin, qui participe en ce moment à l'université d'été du Parti socialiste en Savoie. Écoutez sa réaction, c'est au micro de Jean-Michel Mercurol. Je ne crois pas que le peuple français s'étant exprimé, nous ayons vocation, nous, à servir de force d'appoint à d'autres. Donc si M. Carignon veut soutenir Haroun Tazieff, c'est très bien. Si M. Haroun Tazieff voulait soutenir Alain Carignon, ça ne serait pas mon approche. Merci. Les télégrammes d'actualité avec Claire Chazal. Ensuite, nous reviendrons sur l'affaire des parcs-mètres, une information qui fait beaucoup de bruit dans la capitale. Sur les enfants de couples mixtes. Georgina Dufoy a pu annoncer cet après-midi aux mères françaises que 12 cas avaient été réglés. 7 enfants devraient prochainement rentrer définitivement en France.
Les inondations qui ont frappé le Soudan ont touché environ 1 million de personnes dans la seule région de Khartoum. Mais il faut maintenant lutter contre le choléra ou la dysenterie. Un enfant de moins de 5 ans sur 4 serait atteint. Ils sont des centaines, déshydratés, parfois mourants, à s'entasser dans les hôpitaux. Le parrain du milieu marseillais incarcéré à la prison des Baumettes. Francis Van Verberg, dit Francis le Belge, extradé hier de Belgique, a été inculpé ce matin d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le Belge est tombé après les révélations d'un truand repenti ayant témoigné dans l'affaire du juge Michel. Jacques Chirac et Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, côte à côte pour célébrer l'anniversaire de la libération de Paris. Il y a 44 ans, les troupes du général Leclerc entraient dans la capitale. Dans leur discours place de l'Hôtel de Ville, les deux hommes ont rendu hommage au général de Gaulle. Paris doit rester le lieu du combat pour l'homme, a notamment déclaré Jacques Chirac. À Paris, on commence à y voir un peu plus clair dans l'escroquerie au parc-mètre. Plus de 25 employés de la ville de Paris qui détournaient l'argent des parc-mètres depuis 2 ans ont été interpellés. Et pour l'instant, 5 tonnes, oui j'ai bien dit 5 tonnes de pièces ont été saisies. La plupart du temps, l'argent était entreposé dans des pavillons de banlieue. Eh bien, nous avons retrouvé la trace de l'un de ces pavillons. Reportage Anne Poncinet, commentaire de Rémi Roche. C'est en Seine-et-Marne, dans la région de Meaux, à Orly-sur-Morin, dans ce pavillon qu'une bonne partie du trésor de guerre des pilleurs de parc-mètres a été retrouvée. Son propriétaire, Roger Ranquet, employé à la collecte des eurodateurs, est sous les verrous, inculpé d'abus de confiance, tout comme sa femme, concierge d'une école à Paris, qui, elle, a été laissée en liberté. Est-ce que vous aviez remarqué qu'ils avaient un train de vie un peu trop beau pour la situation qu'ils avaient? Vous savez, ça ne nous regarde pas tellement. Bon, oui. C'est sûr, mais enfin, il a toujours été très nébuleux sur sa situation. C'est un garçon qui est très discret. Hein. Il nous a simplement dit qu'il était fonctionnaire à la mairie de Paris, puis c'est tout. Bon, maintenant, que les gens aient acheté une voiture neuve, un camping-car, ici et ça, après, vous savez, à la limite, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas été compté avec eux. Hein. En tout, 25 employés de la mairie de Paris ont été interpellés. Au moins 13 d'entre eux sont ce soir inculpés et 9 écroués. D'autres personnes devraient être interrogées à leur retour de vacances. Le trafic qui porterait sur 20 millions de francs, peut-être plus, semble avoir été organisé depuis de longs mois, mais à l'intérieur d'un cercle restreint, excluant la complicité de responsables importants de la mairie de Paris. Voilà, dernière précision, je viens de l'apprendre, Georges Sarr, qui est secrétaire d'État au transport, demande à la municipalité de la capitale, en tant que président du groupe socialiste de Conseil de Paris, de s'expliquer à propos de l'escroquerie des parc-mètres. À Marseille, confusion à la prison des Baumettes. Une fois encore, ce sont les conditions de détention qui se retrouvent sur la sellette. Ce matin, l'intersyndicale des gardiens de prison a manifesté pour dénoncer le laxisme de la direction. Mais au même moment, une délégation de l'association des familles de détenus a porté son soutien à la direction et cherchait à entamer le dialogue. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, Isabelle Béchler et Luc Bachofen ont essayé de comprendre. Voici leur reportage. Les surveillants des Baumettes sont mécontents. Ils menacent de faire une grève du zèle si l'administration pénitentiaire n'augmente pas leurs effectifs. En clair, cela signifierait priver purement et simplement les détenus d'activités telles que musique, échecs, vidéo ou musculation, entre autres. Il existe des activités, il faut signaler que nous sommes pour ces activités, nous ne sommes pas contre, contrairement à ce que certains journaux ont dit. Mais seulement il faut qu'elle soit structurée, il faut une mise en place, il faut qu'elle soit encadrée et ce n'est pas le cas. L'association des familles de détenus, qui existe depuis les émeutes de l'été dernier, avait choisi de venir rencontrer les surveillants à cette occasion ce matin. Mais le dialogue a tourné court. C'est pour faire aboutir vos revendications, on est tout à fait d'accord pour demander à ce que vous ayez davantage de personnel. On est prêt à écrire à la chancellerie pour vous. Et il m'a été répondu qu'ils n'avaient pas besoin de l'association pour faire aboutir leurs revendications et qu'ils n'acceptaient pas le dialogue avec nous. Problème majeur des gardiens des Baumettes, la modification rapide et l'enrichissement de leurs tâches auxquelles ils ne sont bien souvent pas préparés, d'où leur inquiétude. À partir du moment où vous demandez aux gens de ne plus être uniquement celui qui ouvre, qui ferme, à partir du moment où vous leur demandez d'assumer une fonction, d'en assumer aussi une responsabilité, d'assumer parfois l'animation, il est certain que certains ont du mal à se trouver, mais je crois que l'immense majorité, contrairement à ce que les apparences peuvent laisser entendre, adhèrent à faire autre chose qu'à être des gens qui ouvrent et qui ferment une porte. Tout le monde est d'accord au fond pour apaiser le malaise en prison, que ce soit celui des détenus ou celui des surveillants. Mais la bonne volonté et l'initiative sont souvent contrecarrées par la pauvreté chronique de l'administration pénitentiaire. Il faudrait investir.
Le sport et plus particulièrement le cyclisme, nous sommes, mais oui, champions du monde de tandem. Frédéric Magnier et Fabrice Collat, que voici, ont remporté tout à l'heure la finale du championnat du monde. C'était à Gand, en Belgique. Ils étaient opposés aux Allemands de l'Ouest, Jürgen Greil et Uwe Buchmann. Ils ont remporté facilement la première, comme la deuxième manche. Collat, qui est en tête, et Magne étaient les grands favoris. Il faut dire qu'ils avaient déjà décroché le titre l'an dernier et qu'ils avaient réalisé, ma foi, le meilleur temps lors des qualifications. C'est pas évident, vous savez, le tandem. On reparle du Saint-Suaire de Turin. Depuis quelques mois, des échantillons du Saint-Suaire sont analysés dans 3 laboratoires, des laboratoires anglais, allemands et américains. Si tout va bien, on devrait enfin connaître l'âge exact de la relique. C'est la toute première fois que l'Église accepte que l'on examine le Saint-Suaire. Patrick Esther. Depuis 1578, des millions de pèlerins se sont recueillis devant lui à la cathédrale de Turin. Une pièce de lin de 4 mètres de long sur 1 mètre de large, sur laquelle se distinguent clairement les traces d'un corps humain, les empreintes de blessures et même les traces de pieds et de mains transpercées par des clous. Pour les fidèles, ce tissu avait enveloppé le corps du Christ après sa descente de croix. Toutefois, l'histoire de ce linceul n'est connue que depuis le XIVe siècle, et pour beaucoup, il s'agit d'un faux peint à cette époque. Pour éliminer le doute, le Vatican a décidé de confier des échantillons prélevés sur le Saint-Suaire à 3 laboratoires, l'un américain, le second allemand, le troisième britannique. Ici, à Oxford, les scientifiques vont donc dater avec précision les échantillons grâce à la technique du carbone 14. Leurs résultats seront dépouillés par le British Museum et le Vatican. Les 3 laboratoires doivent impérativement fournir la même datation. Et là, 2 cas se présenteront. Ou bien le tissu a 2000 ans et il est contemporain de Jésus-Christ, ou alors il date du XIVe siècle et c'est un faux. Les résultats seront connus avant la fin de l'année. Toutefois, dans les 2 cas, un mystère subsistera. Comment a été faite cette empreinte qui représente un visage en négatif? Au XIVe siècle, la notion de négatif n'existait pas. Il a fallu attendre la photographie au XIXe siècle pour la découvrir. Pour cet autre savant américain, Kevin Moran, il n'y a pas de doute possible. Avec ses ordinateurs, il a enregistré l'image du Saint-Suaire, puis il l'a analysée. Selon lui, ces traces ne sont pas peintes. Elles ont été produites par des radiations lumineuses d'intensité très violente. Certains diront le flash de la résurrection. Le mystère est donc encore loin d'être percé. Avant de rendre l'antenne, voici pour les torfistes, je sais qu'ils sont nombreux à suivre le journal de 20h sur Antenne 2, les rapports du tiercé et du quarté. C'était cet après-midi à Vincennes dans la 3e course, le prix de Savoie. Vous lisez comme moi, le tiercé 12,6,9, voici les rapports. Pas très gras, pas très bien payé. Et le quarté, 12,6,9,15, c'est un petit peu mieux, un peu plus de 4000 francs. Et 405 francs 50 dans un ordre différent. Après le journal, vous retrouverez Laurent Cabrol pour la météo aux alentours de 22h50. C'est la dernière édition avec Aubry et de l'air. Demain, n'oubliez pas vos rendez-vous habituels. 6h45 Télématin, 13h le journal de la mi-journée présenté par Hervé Claude. Je vous retrouve demain à 20h. Merci de votre fidélité et bonsoir.